Une femme pauvre passe une nuit avec un PDG glacial et il disparaît. 5 ans plus tard, des quadruplés arrêtent sa limousine en criant « Papa ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ce samedi matin-là, l'épicerie était bondée. Rachel ajusta les lanières de ses sacs sur ses épaules, sentant le poids des courses de la semaine. 4 ans à élever, seuls 4 enfants avaient transformé la moindre tâche en un véritable marathon. Reed, ne cours pas si vite, lança-t-elle au garçon aux cheveux sombres qui se faufilait entre les gens sur le trottoir. Jude, tiens la main de Toby. Nolan, viens ici. 4 petites voix répondirent en même temps, créant une symphonie chaotique qu'elle connaissait par cœur. Reed s'arrêta 2 secondes avant de repartir en courant. Jude prit la main de son jeune frère mais la lâcha rapidement pour montrer quelque chose dans une vitrine. Toby se mit à pleurer parce qu'il voulait un jouet. Nolan, le plus silencieux, ignora simplement l'appel et continua de regarder les voitures passer. Rachel soupira. 4 ans, 4 garçons, une seule femme. Les factures ne s'équilibraient jamais tout à fait, mais elle trouvait toujours un moyen. Ses pieds lui faisaient mal à cause de son double service au restaurant la veille. Travailler comme serveuse était loin d'être un métier de rêve, mais cela payait le loyer de leur petit appartement et mettait de la nourriture sur la table. « Allez, tout le monde, il est temps de rentrer à la maison », dit-elle en essayant de rassembler sa petite armée. C'est alors qu'une limousine noire s'arrêta juste devant eux. Le moteur ronronna à bas régime avant de se taire complètement. Les vitres étaient teintées, si sombres qu'il était impossible de voir à travers. La voiture était longue, rutilante, du genre qui faisait s'arrêter les gens dans la rue pour la regarder. Et les enfants s'arrêtèrent. Reed, qui ne tenait jamais en place, se figea au milieu du trottoir. Jude lâcha la main de Toby et écarquilla les yeux. Toby cessa instantanément de pleurer. Nolan, pour la première fois depuis des semaines, prêta attention à quelque chose qui n'était ni un dessin animé ni un jouet. Rachel sentit un frisson parcourir son échine. La portière arrière s'ouvrit. Une chaussure en cuir italien toucha l'asphalte en premier, suivi d'un pantalon parfaitement repassé. Puis, un homme sortit de la voiture avec l'élégance de quelqu'un habitué à être observé. Costume sombre, coupe de cheveux impeccable, posture droite. Il ajusta les poignets de sa chemise et ferma la portière de la limousine sans même se retourner, comme s'il savait que le chauffeur attendrait aussi longtemps que nécessaire. Cole Richardson n'était pas le genre d'homme à passer inaperçu, ni le genre à se soucier de qui le regardait. Mais lorsqu'il leva les yeux et vit 4 petits garçons le fixer droit dans les yeux, quelque chose d'étrange se produisit. Ce n'était pas de la reconnaissance, ni de l'affection. C'était plutôt comme une perturbation momentanée dans sa routine parfaitement contrôlée. Puis Reed cria « Papa ». Le mot résonna clairement sur le trottoir animé. Cole cligna des yeux une fois, son expression ne changea pas. « Papa », répéta Jude en commençant à courir vers lui. « Papa, papa », hurla Toby à son tour, trébuchant sur ses propres pieds pour rattraper ses frères. Même Nolan, le silencieux, murmura doucement « Papa ». Et soudain, Cole se retrouva entouré de 4 petits-enfants, tous parlant en même temps, tous le regardant comme s'il était la réponse à une question importante. Il resta complètement immobile. Reed l'atteignit le premier et serra sa jambe fermement. Jude fit de même de l'autre côté. Toby essaya de grimper dans ses bras, et Nolan se tint simplement à proximité, le regardant avec de grands yeux pleins d'espoir. Cole baissa les yeux avec le même intérêt qu'il aurait accordé à une présentation financière particulièrement fastidieuse. « Excusez-moi », dit-il, et sa voix sortit froide, tranchante. « Est-ce que je vous connais ?» Les enfants cessèrent de parler instantanément. Reed relâcha lentement sa jambe, confus. Jude fit un pas en arrière, le sourire disparaissant de son visage. Toby arrêta d'essayer de grimper et leva les yeux, qui s'emplissaient de larmes. Nolan baissa simplement la tête. Cole regarda par-dessus leur petite tête et vit une femme debout à quelques mètres de là. Cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, vêtements simples et visiblement usés, de lourds sacs dans les bras. Elle le regardait avec un mélange de tristesse et de quelque chose qui ressemblait à une colère contenue. Son visage ne lui rappela aucun souvenir. Juste une autre personne sans importance dans sa journée. « Venez ici, les garçons », dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « Laissez le monsieur tranquille. » Mais maman, commença à protester Reed, regardant toujours Cole avec espoir. « Maintenant », dit-elle plus fermement. Les enfants obéirent à contre-cœur, retournant vers leur mère, mais ils continuaient de regarder Cole par-dessus leurs épaules,
comme s'il s'attendait à ce qu'il change d'avis sur le fait de les connaître. Cole ne changea d'avis sur rien. Il resta là, observant avec la même expression neutre tandis que la femme rassemblait ses enfants et ses courses. Elle ne le regarda plus. Elle prit simplement la main de deux des enfants et commença à marcher. « Allez, tout le monde, on rentre à la maison. » Et ils partirent. Cole resta seul sur le trottoir à côté de sa limousine, vêtu d'un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Un cadre prospère, propriétaire d'une entreprise multimillionnaire, un homme qui prenait des décisions affectant des centaines d'employés chaque jour. Et il venait de se faire appeler papa par 4 enfants qu'il était absolument certain de n'avoir jamais vus de sa vie. Il aurait dû monter dans la voiture et continuer sa journée. Il aurait dû oublier complètement l'incident. Il aurait dû traiter cela comme une autre interruption insignifiante dans son emploi du temps. Mais il ne pouvait pas. Car lorsqu'il avait regardé ces garçons, pendant quelques secondes troublantes, c'était comme s'il regardait de vieilles photographies de lui-même. Cole monta dans la limousine et ferma la portière plus fort que nécessaire. « Au bureau » dit-il au chauffeur, sa voix encore plus sèche que d'habitude. James, qui conduisait pour lui depuis 3 ans, connaissait assez bien son patron pour ne pas poser de questions quand il était clairement agacé. Il hocha simplement la tête et démarra le moteur. Pendant le trajet, Cole essaya de se concentrer sur les emails de son téléphone. Il y avait 15 messages urgents, 2 conférences à confirmer et un contrat de plusieurs millions de dollars en attente de sa validation. Mais chaque fois qu'il regardait l'écran, il voyait 4 paires de petits yeux. Des yeux qui lui étaient étrangement familiers. Le premier garçon avait exactement ses yeux, la même couleur, la même intensité. Le deuxième avait la même forme de visage que Cole voyait dans le miroir chaque jour. Le troisième, bien qu'évidemment plus jeune, avait la même obstination déterminée que Cole reconnaissait en lui-même. Et le quatrième, l'observateur silencieux, avait cette façon d'étudier les gens qui était identique à la manière dont Cole opérait lors des réunions d'affaires. C'était impossible de ne pas le remarquer. Mais Cole Richardson ne prenait pas de décisions basées sur des coïncidences physiques. Il traitait des faits, des chiffres, des preuves concrètes. Et des enfants inconnus l'appelant papa n'entraient définitivement dans aucune catégorie logique de sa vie parfaitement organisée. Au bureau, Cole tenta de se plonger dans le travail avec son efficacité habituelle. Réunion avec l'équipe marketing à 10h, revue du budget à 11h30, conférence avec les investisseurs japonais à midi. Son emploi du temps était chargé, comme toujours, et il avait la réputation d'être implacablement axé sur les résultats. Mais la réunion marketing s'éternisa parce qu'il fut distrait à 3 reprises. La revue du budget dut être reportée parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur les chiffres. Et pendant la conférence internationale, il se surprit à penser à des cheveux bruns et à de petits sourires au lieu des participations boursières. C'était inacceptable. Cole Richardson n'était jamais distrait, ne perdait jamais sa concentration, ne laissait jamais les affaires personnelles interférer avec le travail. Principalement parce qu'il n'avait pas d'affaires personnelles qui pouvaient interférer. À 16h, après avoir annulé 2 autres réunions pour manque de concentration, il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il appela son détective privé. « Marcus, j'ai besoin d'informations sur quelqu'un. »« Bien sûr, monsieur Richardson. »« De qui s'agit-il » Cole hésita une seconde. C'était ridicule d'enquêter sur une parfaite inconnue simplement parce que des enfants au hasard l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Mais ses yeux ? Une femme nommée Rachel Thompson. Mère de 4 garçons. Travaille comme serveuse quelque part en ville. Des informations spécifiques dont vous avez besoin ? Tout. Dossier complet. Compris. De combien de temps je dispose ? 48 heures. Cole raccrocha sans dire au revoir, comme il le faisait toujours. Puis il s'assit dans son fauteuil de direction, regardant par la fenêtre du 30e étage, essayant de comprendre pourquoi il enquêtait sur une femme qu'il ne connaissait pas à cause d'enfants qui n'étaient définitivement pas son problème. Le reste de l'après-midi se passa dans un flou de réunions infructueuses et de décisions reportées. Sarah, son assistante, remarqua que quelque chose n'allait pas. En 5 ans de travail pour lui, elle n'avait jamais vu Cole aussi distrait. « Monsieur Richardson » demanda-t-elle à 18h, apparaissant à la porte de son bureau. Le chauffeur attend, et vous avez un dîner avec les partenaires de Henderson & Associates à 20h. Cole la regarda comme s'il ne comprenait pas les mots. Le dîner avec Henderson & Associates. Pour discuter de la fusion que vous négociez depuis 3 mois. La fusion. C'est vrai. Un accord de 50 millions de dollars qu'il avait méticuleusement planifié. Et il l'avait complètement oublié. Annulez-le,
dit-il. Sarah cligna des yeux. Monsieur? Annulez le dîner. Reportez-le à la semaine prochaine. Mais monsieur, ils sont venus de Chicago spécifiquement pour cette réunion, et vous aviez dit que c'était la priorité absolue. J'ai dit d'annuler, répéta Cole, sa voix tranchant l'air comme une lame. Sarah recula. Bien sûr, monsieur Richardson. Je les appelle tout de suite. Elle partit rapidement, refermant la porte derrière elle. Cole resta seul dans le bureau silencieux. Pour la première fois depuis des années, il avait annulé un engagement important sans raison professionnelle valable. Pour la première fois depuis des années, il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Pour la première fois depuis des années, quelque chose perturbait sa routine parfaitement contrôlée. Et tout cela à cause de 4 enfants qu'il avait regardés comme s'il était important pour eux. Cole quitta le bureau à 20h, 2 heures plus tôt que d'habitude. James l'attendait avec la limousine, comme toujours. À la maison, monsieur Richardson? Cole hésita. Normalement, oui. Son appartement pentouse dans l'un des immeubles les plus chers de la ville. Silencieux, organisé, parfait. Mais aujourd'hui, l'idée d'être seul avec ses pensées ne lui semblait pas attrayante. Roulez, dit-il. N'importe où. James connaissait assez bien son patron pour ne pas poser de questions. Il se mit simplement à conduire à travers les rues de la ville. Cole se pencha en arrière sur le siège en cuir, regardant les lumières défiler par la fenêtre. Des piétons rentrant chez eux après le travail, des familles dînant au restaurant, des couples discutant dans les cafés. La vie normale. Une vie qu'il n'avait jamais désirée ni considérée comme importante. Mais aujourd'hui, en voyant tous ces gens vivre leur vie ordinaire, il se demanda ce que ce serait. Ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui l'attend à la maison. Ce que ce serait de dîner en famille au lieu de manger seul en lisant des rapports financiers. Ce que ce serait de se soucier de quelqu'un d'autre que de lui-même et de son entreprise. Ce que ce serait si ces 4 garçons étaient vraiment ses enfants. La pensée le frappa de nulle part, et il la repoussa immédiatement. Cole Richardson n'était pas le genre d'homme à vouloir une famille. Jamais. Les engagements personnels étaient des complications inutiles qui interféraient avec la concentration et l'efficacité. Il avait construit toute sa vie autour de cette philosophie. Alors pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter de penser à 4 paires de petits yeux qui étaient exactement comme les siens? Le lendemain matin, Cole arriva au bureau plus tôt que d'habitude, déterminé à revenir à la normale. Il examina des contrats, approuva des budgets, participa à des vidéoconférences, prit des décisions importantes avec son efficacité habituelle. Pendant quelques heures, il réussit presque à oublier l'incident de la veille. Jusqu'à ce que Sarah entre dans son bureau à 11h avec une expression étrange. Monsieur Richardson, un certain Marcus Henderson est en ligne. Il a dit que vous attendiez son appel. Marcus. Le détective. Cole sentit quelque chose s'agiter dans son estomac. Passez-le-moi. Sarah transféra l'appel et sortit en fermant la porte. Marcus. Monsieur Richardson. J'ai les informations que vous avez demandées sur Rachel Thompson. Cole se prépara mentalement, comme il le faisait avant toute réunion importante. Poursuivez. Rachel Thompson, 28 ans, mère célibataire de quadruplés de 4 ans, Reed, Jude, Toby et Nolan Thompson. Travaille comme serveuse au Daniel's Diner depuis 3 ans. Prend des doubles services dès que possible. Vit dans un appartement d'une chambre dans l'est de la ville. Cole écoutait sans commenter, absorbant les informations comme des données financières. Situation financière, précaire. Vit du salaire minimum et des pourboires. Toujours en retard sur le loyer, mais parvient toujours à payer. Pas de casier judiciaire, pas de dépendance connue. D'après les rapports, c'est une mère dévouée qui fait de son mieux pour subvenir seule aux besoins de ses enfants. Et le père des enfants? Inconnu. Elle n'a jamais révélé son identité à personne, même pas à l'hôpital à leur naissance. Cole resta silencieux un instant. Autre chose? Elle a fréquenté l'université de Columbia il y a 5 ans, étudiant la littérature. A abandonné en 2e année. La date coïncide exactement avec sa grossesse. 5 ans. La chronologie était intéressante. C'est tout pour le moment, Marcus. Merci. Cole raccrocha et fixa le téléphone. Des quadruplés de 4 ans. Une mère célibataire qui avait abandonné l'université il y a 5 ans. Un père inconnu. Et 4 garçons qui avaient exactement ses yeux, son visage, ses manières. Cole ne croyait pas aux coïncidences, mais il ne croyait pas non plus aux conclusions hâtives sans preuve solide.
ce qui signifiait qu'il avait besoin de plus d'informations. Et il savait exactement où les obtenir. Cole passa le reste de la journée à essayer de travailler, mais son esprit était ailleurs. À 17 h, il prit une décision. Sarah, appela-t-il. Annulez tout demain matin. J'ai des affaires à régler. Sarah le regarda, surprise. 2 fois en 2 jours, c'était totalement sans précédent. Bien sûr, monsieur Richardson. Puis-je vous demander si vous aurez besoin de quelque chose? Non. Et Sarah? Oui, monsieur. Si quelqu'un demande où je suis, dites que je suis en réunions externes. Rien de plus. Compris. Cole attrapa son manteau et quitta le bureau, ignorant le regard curieux de son assistante. Pour la 2e fois en 2 jours, Cole Richardson avait quelque chose de plus urgent à faire que de travailler. Et cette fois, il allait obtenir les réponses dont il avait besoin. Car s'il y avait une chose que Cole savait faire mieux que tout, c'était de découvrir la vérité, même lorsque cette vérité avait le potentiel de changer sa vie complètement. Cole gara la limousine devant le Daniels dîner à 17 h, l'heure à laquelle Rachel était partie les jours précédents selon le rapport de Marcus. Il attendit. Non pas qu'il savourait qu'il l'attendait spécifiquement. C'était simplement une question d'efficacité, de régler les affaires en suspens au moment le plus opportun. Le parking était plein de vieilles voitures cabossées. Son véhicule se détachait comme une tache noire et brillante au milieu de la médiocrité. Cole se fichait de l'attention qu'il attirait. Il ne s'en était jamais soucié. À 17 h 15 précise, la porte arrière du restaurant s'ouvrit. Rachel apparut, portant le même uniforme rose délavé que la veille. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, quelques mèches s'échappant autour de son visage. Elle avait l'air fatiguée mais marchait avec détermination. Quand elle le vit, elle s'arrêta. Pour être plus précis, elle vit la limousine noire, et ses épaules se raidirent immédiatement. Un instant, Cole pensa qu'elle ferait demi-tour et rentrerait dans le restaurant. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers la voiture, d'un pas ferme et déterminé. Il y avait quelque chose dans sa posture qui poussa Cole à sortir du véhicule et à l'attendre sur le trottoir. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle sans détour, s'arrêtant à 1 mètre de lui. Cole apprécia l'approche directe. Il n'avait aucune patience pour les conversations vides de sens. Parler. À propos de 4 enfants qui pensent me connaître. Rachel rit, mais c'était un rire sec, sans joie. Il ne pense pas vous connaître. Comment pourrait-il, si même moi je ne le fais pas? Elle l'étudia un instant, et Cole eut la sensation désagréable d'être évalué. Ce n'était pas un sentiment qu'il aimait. Cole Richardson était celui qui évaluait les autres, pas l'inverse. Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi, n'est-ce pas? Devrais-je? Il y a 5 ans. Cole. Une fête sur le toit de l'immeuble Harrison à Manhattan. Cole maintint son expression neutre, mais intérieurement, quelque chose s'agita. Il se souvenait vaguement de cette fête. Elle avait été importante pour les affaires, une occasion d'impressionner des investisseurs japonais qui envisageaient un partenariat de plusieurs millions de dollars. Continuez. Rachel regarda autour d'elle. Le parking du Daniels dîner n'était pas exactement l'endroit idéal pour une conversation importante, mais apparemment, elle avait décidé que cela ferait l'affaire. Je travaillais à la fête. Serveuse indépendante pour payer l'université. Littérature à Columbia, 2e année. Cole traita l'information comme il le faisait toujours. Littérature, université chère, serveuse indépendante pour payer les factures. Profil typique d'une jeune femme de la classe moyenne en difficulté. Et vous étiez là, avec des investisseurs, essayant de conclure un marché. Je m'en souviens parce que vous sembliez important. Tout le monde voulait vous parler. Mais vous étiez différent. Différent comment? Ivre. Très ivre. Et un peu perdu. Cole fronça les sourcils. Il buvait rarement lors d'événements professionnels. Le contrôle était primordial dans toute situation professionnelle. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je vous ai remarqué. Vous étiez dans un coin du toit, seul, à regarder la ville. Tous les autres essayaient d'attirer votre attention, mais vous les ignoriez. Et vous avez décidé de m'approcher. Vous m'avez interpellé. J'étais en pause, j'enlevais mes chaussures parce que mes pieds me tuaient. Vous êtes apparu et m'avez demandé si je savais ce que c'était que de se sentir invisible dans une foule. Les mots firent écho à quelque chose dans la mémoire de Cole. Vague, lointain, mais présent. Il y a 5 ans avait été une période particulièrement difficile. L'entreprise se développait rapidement, mais il faisait face à une crise d'identité professionnelle.
Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Rachel ferma les yeux un instant, comme si elle revivait la scène. Vous avez dit que vous en aviez assez des gens qui ne vous parlaient que pour votre argent. Que vous vouliez parler à quelqu'un qui ne savait pas qui vous étiez ni ce que vous valiez. Cela semblait familier. Inconfortablement familier. Continuez. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes. Vous m'avez dit que vous traversiez une période difficile. Problème d'entreprise, pression des investisseurs, travail 20 heures par jour. Vous avez dit que vous ne vous souveniez plus de la dernière fois que vous aviez dormi une nuit complète ou fait quelque chose juste parce que vous en aviez envie. Les mots réveillaient des souvenirs que Cole avait profondément enfouis. Il y a 5 ans, il avait été au bord de la dépression nerveuse, travaillant jusqu'à l'épuisement, prenant des décisions à plusieurs millions de dollars tout en fonctionnant avec 3 heures de sommeil par nuit. Je ne me souviens pas de vous, dit-il, mais il y avait moins de certitude dans sa voix maintenant. Bien sûr que non. Je n'étais qu'une serveuse étudiante. Insignifiante. Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi une résignation qui fit remuer quelque chose dans la poitrine de Cole. Que s'est-il passé ensuite? Rachel soupira et leva les yeux vers le ciel, qui commençait à s'assombrir. Vous m'avez invité à boire un verre après la fête. Vous avez dit que vous ne vouliez pas rentrer seul. Que vous en aviez marre d'être toujours seul. Cole se sentit mal à l'aise. Cela ne lui ressemblait définitivement pas. Il avait toujours préféré être seul. La solitude signifiait le contrôle, et le contrôle signifiait la sécurité. Vous avez accepté. J'aurais dû dire non. Mais vous sembliez vraiment perdu, et j'étais jeune et stupide, et je pensais que je pouvais aider. Aider comment? En étant quelqu'un de normal. Quelqu'un qui ne voulait rien de vous, sauf de la compagnie. Quelqu'un qui ne connaissait pas ou ne se souciait pas de votre valeur nette. Cole traita l'information comme il le faisait avec n'importe quel rapport d'affaires. Objectivement, analytiquement. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Quelque chose de personnel qu'il ne pouvait pas classer adéquatement. Où sommes-nous allés? Votre appartement. Vous avez dit que vous aviez une bouteille de vin à 1000 $ que vous gardiez pour une occasion spéciale, mais qu'il n'y avait jamais d'occasion spéciale parce que vous n'aviez personne avec qui la partager. Cela semblait définitivement familier. Cole avait encore plusieurs bouteilles de ce genre, des cadeaux de clients importants qu'il n'avait jamais ouvertes parce qu'il n'y avait personne avec qui les partager. Nous avons parlé toute la nuit, continua Rachel, sa voix s'adoucissant. Vous m'avez parlé de votre enfance. Comment vous aviez grandi sans père. Comment votre mère avait fait 3 boulots pour vous soutenir. Comment vous aviez juré de ne plus jamais être pauvre. Cole se raidit. Il ne parlait jamais de son enfance avec personne. C'était un sujet interdit, même pour lui-même. Vous m'avez raconté comment vous aviez bâti l'entreprise à partir de rien. Comment vous ne faisiez confiance à personne parce que tout le monde voulait toujours quelque chose de vous. À quel point vous vous sentiez seul au sommet. Les mots ramenaient des fragments de mémoire. Pas des images claires, mais des sensations. Le souvenir de s'être senti compris par quelqu'un. L'expérience étrange de parler à une personne qui écoutait sans rien vouloir en retour. Et puis, une chose en a entraîné une autre. Vous étiez seul. J'étais impressionné par la vulnérabilité que vous montriez. Nous étions tous les deux ivres, et c'est arrivé. La vérité commençait à se former dans l'esprit de Cole, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait choisi d'ignorer pendant 5 ans. Et le matin? Rachel le regarda droit dans les yeux, et il y avait une dureté dans son regard qui n'était pas là auparavant. Le matin, vous étiez parti. Pas de mots, pas de numéro de téléphone, rien. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si toute la nuit n'avait été qu'un rêve. Cole se souvint vaguement de s'être réveillé dans son propre appartement le lendemain matin, avec une terrible gueule de bois et le sentiment d'avoir commis une erreur. Il avait décidé que mélanger l'alcool avec les affaires était une mauvaise idée et ne devait pas se reproduire. Commença-t-il, mais il ne savait pas comment finir. Vous quoi? Avez oublié? Avez pensé que ce n'était pas important? Avez décidé qu'une serveuse étudiante ne valait même pas un mot d'adieu? Il y avait de la douleur dans sa voix maintenant. Une douleur qui avait été enterrée pendant 5 ans mais qui était toujours là, vivante et lancinante. Combien de temps après l'avez-vous découvert? 6 semaines. J'ai commencé à me sentir malade et j'ai pensé que c'était la grippe. J'étais en pleins examens finaux, je travaillais à 2 emplois, je dormais 3 heures par nuit. Quand je suis finalement allé chez le médecin parce que je n'arrêtais pas de vomir. Elle marqua une pause, comme si c'était encore difficile à croire. Déquadruplé.
4 bébés. Le médecin a dû le répéter 3 fois avant que je comprenne. Cole sentit quelque chose de froid lui parcourir l'échine. 4 bébés. 4 enfants qui avaient maintenant 4 ans et des yeux exactement comme les siens. Êtes-vous absolument sûr qu'ils sont de moi? Rachel le regarda comme s'il venait de demander si la gravité existait. Vous étiez le seul homme avec qui j'ai été pendant cette période. Ou de toute ma vie, pour être tout à fait honnête. Je n'étais pas exactement expérimenté en matière de relations occasionnelles. Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché? La question sortit plus dure que Cole ne l'avait voulu, mais il devait savoir. Pourquoi faire, Cole? Pour vous entendre dire que vous ne vous souveniez pas de moi? Pour être traité comme un autre problème gênant dans votre vie parfaite? Pour être acheté avec un chèque pour que je me taise? Cole ne répondit pas immédiatement. Il était en train de traiter, de calculer, de réorganiser tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie depuis 5 ans. Je veux un test ADN, dit-il finalement. Rachel hocha la tête, comme si elle s'y attendait exactement. Bien sûr. Je m'attendais à ce que vous le demandiez. Quand pouvons-nous le faire? Demain, si vous voulez. Mais, Cole. Il la regarda. Si le test confirme qu'ils sont vos enfants, vous devez décider ce que cela signifie pour vous. Parce qu'ils ne sont pas un problème d'affaires que vous pouvez résoudre en signant un chèque. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si vous entrez dans leur vie, vous devez y rester. Vous ne pouvez pas simplement apparaître quand ça vous arrange et disparaître quand ça devient compliqué. Ce ne sont pas un projet que vous pouvez déléguer ou une acquisition que vous pouvez vendre si elle ne rapporte pas de bénéfices. Cole resta silencieux, absorbant le poids de ses paroles. On apprend à rester, Cole. Pas à envahir. Ils ont besoin de constance, pas de drame. Comment saurais-je que je peux vous faire confiance? Vous ne le saurez pas. Tout comme je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Mais s'ils sont vos enfants, alors nous allons devoir trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. Pour eux. Cole hocha lentement la tête. Le test. Demain. Demain. Et sur ce, Rachel se retourna et se dirigea vers le bus qui approchait, laissant Cole seul sur le parking avec plus de questions que de réponses. Le test ADN prit 3 jours pour être traité. 3 jours pendant lesquels Cole ne put se concentrer sur rien d'important. Il annula des réunions cruciales, reporta des décisions affectant des millions de dollars et passa des heures à regarder par la fenêtre de son bureau, pensant à 4 petits garçons qui pourraient être ses enfants. Quand Marcus appela avec les résultats, Cole sut la réponse avant même de l'entendre. Positif, Monsieur Richardson. Certitude à 99,9%. Les 4 garçons sont vos enfants biologiques. Cole raccrocha le téléphone et s'assit en silence pendant 10 minutes complètes. Il avait des enfants. 4 enfants. Qu'il avait abandonnés sans même savoir qu'ils existaient. Pour la première fois depuis des années, Cole Richardson se sentit complètement perdu. Le lendemain, il retourna au Daniels dîner. Rachel sortait du travail quand elle le vit attendre, adossé à la limousine. Cette fois, elle ne sembla pas surprise. Les résultats sont arrivés. Ce n'était pas une question. Oui, acquiesça-t-elle, et elle commença à marcher. Cole la suivit, adaptant son pas au sien. Rachel. Elle s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Cole hésita. S'excuser n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. En fait, c'était quelque chose qu'il évitait à tout prix. Je suis désolé. Pourquoi, spécifiquement? D'être parti ce matin-là. De ne pas avoir laissé de moyen de me contacter. De ne pas avoir su qu'ils existaient. Rachel l'étudia un long moment, comme pour déterminer s'il était sincère. Le pensez-vous vraiment, ou dites-vous simplement ce que vous pensez devoir dire? La question le prit complètement au dépourvu. Cole disait toujours ce que les gens voulaient entendre quand c'était pratique pour les affaires. C'était une compétence qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Mais cette fois, je le pense, dit-il, et il réalisa avec surprise que c'était vrai. À l'époque, je vivais sans penser aux conséquences de mes actes. Maintenant, je pense chaque jour à quel point j'étais petit. Rachel parut sincèrement surprise par son honnêteté. Et que comptez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé que je serais père. Je n'ai jamais prévu d'être père. Eh bien, vous l'êtes. La question est de savoir quel genre de père vous voulez être. Cole resta silencieux, essayant de traiter le poids de la responsabilité qui venait de lui tomber dessus. Est-ce qu'il demande après moi? Chaque jour. Reed fait des dessins de ce à quoi il pense que vous ressemblez.
Toujours un grand homme en costume noir avec une mallette. Jude invente des histoires élaborées sur où vous êtes et pourquoi vous ne pouvez pas venir les voir. En général, ça implique que vous sauvez le monde ou que vous combattez des dragons. Cole sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et les deux autres? Toby met une place pour vous à table chaque soir. Une assiette, un verre, une fourchette. Il dit que c'est pour quand vous rentrerez à la maison. Nolan est plus compliqué. Il ne parle pas de vous, mais je le surprends parfois à regarder par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Les mots frappèrent Cole comme des coups de poing dans le ventre. Ils ne me connaissent même pas, mais ils le veulent désespérément. La question est de savoir si vous voulez les connaître. Et si je ne sais pas comment être un père? Personne ne le sait au début, Cole. Même les parents qui prévoient d'avoir des enfants. On apprend en faisant. On fait des erreurs et on essaie de les réparer. On est présent, même quand on ne sait pas ce qu'on fait. Cole la regarda. Rachel avait l'air fatiguée, mais il y avait en elle une force qu'il respectait, une détermination qui lui rappelait sa propre obstination. De quoi ont-ils besoin de ma part? Rachel réfléchit attentivement à la question, comme si c'était la plus importante qu'il ait posée. Ils n'ont pas besoin de cadeaux chers ni que vous essayiez de les impressionner avec votre argent. Ils n'ont pas besoin que vous vous présentiez une fois par mois avec des gestes grandioses et dramatiques pour essayer de compenser votre absence. Alors de quoi ont-ils besoin? De constance. Ils ont besoin de savoir que vous serez là. Pas nécessairement tous les jours, mais que lorsque vous dites que vous ferez quelque chose, vous le ferez. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Que vous ne disparaîtrez pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles. Cole hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Les garçons n'ont pas besoin de cadeaux, Cole. Ils ont besoin de constance. Vous voulez être un père? Commencez par le sol du salon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous asseyez par terre avec eux. Vous jouez aux jeux auxquels ils veulent jouer. Vous écoutez les histoires qu'ils veulent raconter. Vous mangez ce qu'ils mangent. Vous dormez quand ils dorment. Vous entrez dans leur monde, vous ne vous attendez pas à ce qu'ils entrent dans le vôtre. Cole resta silencieux, essayant d'imaginer ce que ce serait de s'asseoir par terre à jouer avec des enfants. C'était une image qui ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait de lui-même. Je ne sais pas si je sais faire ça. Alors apprenez. Pour eux. Cole la regarda droit dans les yeux. Quand puis-je les rencontrer? Samedi. Venez dîner. Mais, Cole. Oui. Si vous faites ça, vous vous engagez. Ce n'est pas un test pour voir si vous aimez être père. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider de ne plus vouloir si ça devient compliqué ou gênant. Ce sont des enfants, pas une expérience. Cole hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle disait. Je comprends. Et une dernière chose. Quoi? Ils vont vous tester. Ils voudront voir si vous resterez vraiment, si vous êtes fiable. Ils pourraient ne pas vous faire confiance immédiatement. Ils pourraient être timides ou même un peu hostiles. Vous devrez gagner leur respect et leur confiance. Comment? En étant présent, à plusieurs reprises. En étant fiable. En étant là, même quand c'est difficile. Voulez-vous être un vrai père, Cole? Cole la regarda et hocha la tête. Je veux essayer. Samedi, alors. 18h, Cole. Oui. N'apportez rien de cher. N'essayez pas d'impressionner. Apportez simplement vous-même. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Cole seul sur le trottoir avec la plus grande responsabilité de sa vie. Il avait 4 enfants. Et samedi, pour la première fois, il allait essayer d'être leur père. Samedi arriva plus vite que Cole ne l'avait prévu. Il avait passé toute la semaine à penser à ce que Rachel avait dit. N'apporte rien de cher. Apporte simplement toi-même. Le problème était que Cole n'était pas sûr de qui il était, lui-même, sans les costumes, sans la limousine, sans tout l'arsenal qu'il utilisait pour impressionner les gens. Pour la première fois depuis des années, il était nerveux. À 17h30, Cole se regarda dans le miroir. Jean foncé, chemise bleu clair, chaussures décontractées. Des vêtements qu'il portait rarement et qui lui semblaient étranges sur son corps. Il congédia son chauffeur et conduisit jusqu'à l'appartement de Rachel. L'adresse le mena à un immeuble de 3 étages dans un quartier qui avait manifestement connu des jours meilleurs. Peinture écaillée, escalier rouillé, fenêtres à barreaux et certaines avec du contreplaqué à la place du verre. Cole se gara et resta assis dans la voiture pendant 5 minutes, observant le bâtiment délabré. Quand il sonna finalement à la porte de l'appartement 2B, il entendit une explosion de voix de l'autre côté de la porte.
C'est lui. C'est lui, maman. Il est venu. Je peux ouvrir? La porte s'ouvrit et Rachel apparut, avec Toby accroché à sa jambe et les 3 autres garçons serrés derrière elle. Salut, dit-elle nerveusement. Salut, répondit Cole, ne sachant que faire de ses mains. Ce fut Toby qui brisa le silence. Tu es vraiment notre papa? Cole regarda le petit garçon avec ses yeux curieux et ses vêtements de seconde main. Je le suis, dit-il, et c'était la première fois qu'il l'admettait à voix haute. Toby sourit, un large sourire qui illumina tout son visage. Je le savais. Je savais que tu viendrais. Et avant que Cole ne puisse réagir, Toby courut et serra ses jambes. Cole resta immobile, ne sachant comment réagir. Puis, avec hésitation, il posa sa main sur la petite tête du garçon. Entre, dit Rachel. Le dîner est presque prêt. Cole entra dans l'appartement et s'arrêta net. L'endroit était pire qu'il ne l'avait imaginé. L'espace était minuscule, seulement 2 petites pièces. Le canapé était déchiré, rapiécé avec du ruban adhésif gris. La télévision était vieille, avec des antennes en V. Le tapis était usé à plusieurs endroits. Ce qui choqua le plus Cole fut l'absence de jouets neufs. Une boîte en carton servait de table basse, couverte de livres de coloriage usagés et de crayons cassés. Dans un coin, quelques voitures sans roues et des figurines sans bras étaient organisées sur une étagère de fortune. Cole se sentit perdu. Dans les réunions, il savait exactement quoi faire. Il traitait des chiffres, des graphiques, des feuilles de calcul. Des choses logiques. Mais ici, entouré de 4 enfants parlant en même temps, il n'avait aucune idée de comment agir. « Assieds-toi ici », cria Toby, tirant Cole vers le canapé. « Non, viens voir mon dessin », interrompit Reed. « Je veux te montrer ma voiture », ajouta Nolan. « Je peux allumer la télé ?» demanda Jude. Cole regarda d'un enfant à l'autre, sentant l'irritation monter. C'était comme une réunion où tout le monde parlait en désordre. Un à la fois, dit-il, sa voix sortant sèche. Les enfants s'arrêtèrent et le regardèrent, confus. « Tu peux m'aider avec ce puzzle ?» demanda Toby, lui tendant une boîte cabossée. Cole regarda la boîte. Elle était de seconde main, rafistolée avec du ruban adhésif sur les bords. Quand Toby l'ouvrit, plusieurs pièces manquaient. « Je ne fais pas de puzzle, dit-il sèchement. Et celui-ci est incomplet. On fait semblant que les pièces manquantes sont là, dit Toby joyeusement. Cole ne voyait pas comment un puzzle incomplet pouvait fonctionner. C'était comme analyser des données avec des informations manquantes. « Maman, assieds-toi par terre avec moi », insista Toby. Cole regarda le tapis taché et sale. « Je ne peux pas m'asseoir sur la chaise ? Mais c'est par terre qu'on joue. » Cole soupira et se baissa maladroitement sur le tapis, essayant d'éviter les taches. « Maintenant, tu cherches les bords d'abord, » expliqua Toby. Cole prit une pièce tordue et l'examina comme s'il s'agissait d'une feuille de calcul défectueuse. « Où est-ce que ça va ?» demanda-t-il, forçant la pièce au mauvais endroit. « Pas là, rit Toby. Tu dois regarder l'image. » « Quelle image ? La moitié des pièces manquent. On utilise notre imagination. » Cole fit une pause. L'imagination n'était pas quelque chose qu'il savait calculer. Son esprit fonctionnait avec des données concrètes. « Comment utilise-t-on l'imagination pour combler des données manquantes ?» demanda-t-il sérieusement. Toby le regarda comme s'il venait de demander comment respirer. « Tu imagines, c'est tout. »« Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Cole, impatient. « On joue jusqu'à ce qu'on ait fini. » Jouer jusqu'à ce qu'on ait fini n'avait aucun sens pour Cole. Tout dans sa vie avait un calendrier et des objectifs. « Tu sais jouer aux jeux vidéo ?» demanda Jude, interrompant. Cole se leva, soulagé. « Non. Et je n'en vois pas l'application pratique. »« Ça n'a pas besoin d'avoir une application », fronça les sourcils Jude. « C'est amusant. »« Le plaisir n'est pas mesurable, » dit Cole. Cole regarda la vieille télévision. « Vous jouez sur ce truc ? » « C'est une télé, » dit Jude. « Et la PlayStation 2 fonctionne. » Cole regarda Jude connecté de vieux câbles. La console était de seconde main, rafistolée avec des rayures et du ruban adhésif. « Je peux t'apprendre, » insista Jude. Cole regarda la manette collante au bouton lâche. « Je travaille avec des analyses complexes, pas avec un martèlement de boutons au hasard. » Les mots sortirent plus durs qu'ils ne l'avaient voulu. Les enfants arrêtèrent de sourire. Nolan, qui jouait avec des voitures cassées, se mit soudain à rire. « Papa ne sait pas jouer, » dit-il, trouvant ça amusant. Les autres se mirent à rire aussi, avec l'innocence typique des enfants.
Tu es drôle, papa, dit Toby en riant. Cole sentit son visage rougir. Il n'avait pas l'habitude d'être l'objet de moqueries. Je sais faire d'autres choses, dit-il sèchement. Comme quoi? Demanda Jude en riant. Des analyses financières, des projections de marché, la gestion de portefeuille. Les enfants rirent encore plus fort, comme si ces mots étaient hilarants. Rachel apparut à l'entrée de la cuisine. Cole, dit-elle calmement. Je peux te parler? Cole la suivit dans la minuscule cuisine, embarrassé. Il se moque de moi, dit Cole immédiatement. Ce sont des enfants, répondit Rachel. Ils ne sont pas méchants. Ils trouvent juste ça drôle qu'un adulte ne sache pas faire des choses qu'ils font tous les jours. Je sais faire des choses importantes. Bien sûr que oui. Mais ici, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu essaies de te connecter avec eux. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je travaille avec des données, avec de la logique. Jouer, c'est chaotique. Alors apprends à gérer le chaos. Ils essaient de t'apprendre. Cole soupira, frustré. Je n'ai jamais eu à apprendre ces choses. Ma vie a toujours été structurée. C'est ta chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Retourne là-bas et laisse-les t'enseigner. Cole retourna dans le salon, où il trouva 4 garçons qui ricanaient encore doucement. Papa est de retour, cria Toby. Tu veux essayer encore? Essayer quoi? De jouer, dirent-ils tous en riant. Cole se força à s'asseoir à nouveau par terre. D'accord. Apprenez-moi. Pendant l'heure qui suivit, Cole essaya d'apprendre à jouer. Et ce fut un désastre. Au jeu vidéo, il analysait chaque virage comme un problème de mathématiques, faisant constamment s'écraser la voiture. Non, papa, rit Jude. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste sentir. Sentir n'est pas une méthode valide, rétorqua Cole, s'écrasant à nouveau. Mais c'est amusant. Je n'en vois pas la logique. Avec le puzzle, Cole s'impatienta avec les pièces manquantes. Comment puis-je compléter ça si les données sont incomplètes? Tu ne le complètes pas, expliqua Toby. Tu joues, c'est tout. Jouer sans objectif n'a aucun sens. Ça n'a pas besoin d'avoir de sens, rit Nolan. Ça doit juste être amusant. Quand Nolan apporta ses voitures cassées, Cole fut mal à l'aise. Celle-ci n'a pas de roue, fit-il remarquer. On fait semblant qu'elle en a une, expliqua Nolan. Mais elle n'en a pas. Comment faites-vous semblant que quelque chose qui n'existe pas existe? Tu fais juste vroom vroom. Ce n'est pas basé sur des faits. Les enfants rirent si fort que Toby tomba sur le tapis. Papa est bizarre, dit Toby en grimpant sur les genoux de Cole. Cole se raidit, ne sachant que faire. Tu peux me faire un câlin, dit Toby. Je ne vais pas me casser. Très lentement, Cole passa ses bras autour de Toby. Tu es chaud, observa Toby. C'est alors que Reed s'approcha avec hésitation. Tu veux voir mon dessin? Demanda-t-il doucement. Reed lui tendit un papier jauni. C'était un dessin simple, 4 garçons et un grand homme jouant, tous souriants. La proportion est correcte, dit Cole en l'analysant comme un graphique. Reed fronça les sourcils. Tu as aimé? C'est techniquement compétent, répondit Cole. Mais est-ce que tu as aimé? Cole fit une pause. Aimer n'était pas une évaluation qu'il faisait habituellement. Oui. J'ai aimé. Reed sourit. Tu peux le garder. Cole plia le papier et le mit dans sa poche. À table, appela Rachel. La table était minuscule, ils se serrèrent pour faire tenir 5 personnes. Rachel servit un ragoût simple avec du pain. Tu aimes la nourriture faite maison? Demanda Jude. Je mange surtout au restaurant, admit Cole. Tous les jours. C'est plus efficace. Pendant le dîner, les questions continuèrent. Tu habites dans une grande maison? Demanda Nolan. Dans un appartement, répondit Cole. Combien de chambres? 3. Mais je n'en utilise qu'une. À quoi servent les autres? Cole n'avait pas de réponse logique. C'est de l'espace en plus. Tu as des jouets? Demanda Nolan. Non. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'application pratique dans ma routine. Tu ne joues jamais? Demanda Toby. Non. C'est bizarre, dit Reed doucement. Pourquoi c'est bizarre? Parce que jouer, c'est amusant. Si tu ne joues pas, comment tu t'amuses? La question frappa Cole de manière inattendue. Quand s'était-il amusé pour la dernière fois? Je ressens de la satisfaction quand je conclus un marché, dit-il, mais les mots sonnaient creux.
Est-ce que ça te rend aussi heureux que de jouer? Demanda Jude. Cole réfléchit. La satisfaction était momentanée, toujours suivie par le besoin du prochain marché. C'est différent. Après le dîner, c'était l'heure du coucher. Tu peux nous lire une histoire? Demanda Toby. Je n'ai aucune expérience en littérature pour enfants. C'est comme lire n'importe quoi, dit Jude. Sauf que tu fais des voix différentes. Des voix différentes? Pour les personnages. Le dragon a une voix grave, la princesse a une voix aiguë. Cole se retrouva au bord d'un petit lit avec 4 garçons autour de lui, essayant de lire une histoire sur un dragon qui ne pouvait pas cracher de feu. Quand il essaya de faire une voix grave, seule sa voix normale, plus basse, sortit. Plus grave, rit Toby. Je n'ai pas de paramètre pour plus grave. Comme ça, démontra Jude d'une voix basse. Cole essaya d'imiter et échoua, produisant un son étrange qui fit rire les enfants. Papa ne sait pas faire les voix, rit Nolan. Les voix différentes ne sont pas dans mes compétences, dit Cole, frustré. Essaie encore. Plaidèrent-ils tous. Cole essaya à nouveau, réussissant quelque chose de vaguement similaire. Les enfants applaudirent. Quand il termina l'histoire, Toby était presque endormi. Bonne nuit, papa, murmura-t-il. Bonne nuit, Toby. Un par un, ils lui dirent au revoir. Nolan fut le dernier. Avec hésitation, il appuya son visage contre le bras de Cole. Un geste simple mais affectueux. Cole regarda l'enfant qui cherchait du réconfort en lui et sentit quelque chose se briser et se reconstruire dans sa poitrine. Cole et Rachel se tenaient dans le salon, dans le silence soudain. Comment c'était? Demanda-t-elle. Compliqué, admit Cole. Ils ont ri de moi toute la nuit. Pas de toi. De la situation. C'est différent. Ils se sont amusés. Et toi? Cole réfléchit. Ça avait été frustrant, déroutant, hors de sa zone de confort. Mais quand Toby s'était blotti sur ses genoux, quand Reed lui avait donné le dessin, quand Nolan avait appuyé son visage contre son bras. C'était différent de tout ce que j'ai jamais vécu, admit-il. Tu veux revenir? Cole regarda autour de lui le petit salon précaire, pensa au rire, à son incompétence totale. Oui, dit-il, surpris. Je veux revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont ri, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à essayer de m'apprendre. Rachel sourit. Un sourire court, discret, mais sincère. C'était le sourire d'une mère voyant ses enfants heureux. Pour la première fois de sa vie, Cole comprit qu'il y avait quelque chose de plus important que d'être efficace. Il y avait le fait d'être accepté, même en étant complètement maladroit. Pour la première fois, les garçons avaient quelque chose que Rachel ne savait pas comment expliquer, l'attente. L'attente que quelqu'un revienne, même s'il était perdu dans leur monde. Et c'était plus important que n'importe quelle compétence. Le mardi matin commença comme tous les autres. Cole arriva au bureau à 7 heures, comme toujours, avec sa tasse de café et son agenda parfaitement organisé. Mais à 7h15, Sarah apparut dans son bureau avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Richardson », dit-elle, et il y avait quelque chose d'urgent dans sa voix. « Nous devons parler. Maintenant. » Cole leva les yeux de ses rapports matinaux. « Que se passe-t-il? » Un audit fédéral est arrivé. Ils sont en bas avec des mandats. Et il y a plus. La SEC enquête sur des irrégularités dans nos états financiers du dernier trimestre. Cole sentit son sang se glacer. Que voulez-vous dire par irrégularité? Quelqu'un a signalé des manipulations possibles dans les chiffres. Ils remettent en question 3 gros contrats que nous avons conclus au cours des 6 derniers mois. Cole se leva brusquement, renversant sa tasse de café. Le liquide sombre se répandit sur les papiers de son bureau, mais il ne le remarqua même pas. Qui a fait le signalement? Nous ne le savons pas encore. Mais, Cole, ils ont des documents. Beaucoup de documents. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon d'avocats, d'auditeurs et de cadres paniqués. Cole se retrouva au centre d'une tempête qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit au cours des 10 dernières années. À 10 heures, il était clair que la situation était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Ils remettent en question 15 millions de revenus, expliqua David, son avocat principal, dans une salle de conférence bondée. Et il y a des preuves que quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise a fourni des informations privilégiées aux enquêteurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Demanda Cole, sa voix plus contrôlée qu'il ne le sentait. Ça veut dire que vous devez être ici, personnellement, à superviser chaque mouvement. Toute mauvaise décision maintenant pourrait entraîner des poursuites pénales.
Cole regarda les documents éparpillés sur la table. Chiffres, contrats, feuilles de calcul. Son monde. Le monde qu'il connaissait et dominait. Le monde qui menaçait maintenant de l'engloutir. Pour combien de temps ? Demanda-t-il. Au moins une semaine, peut-être 2. C'est si nous pouvons le résoudre sans que cela ne devienne une affaire criminelle. Cole ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était complètement concentré. Annulez tous mes rendez-vous pour les prochains jours, dit-il fermement. Tout. Je ne veux aucune distraction. Bien sûr, monsieur Richardson. Sarah nota rapidement. Sarah, annulez tout jusqu'à nouvel ordre. Le mercredi matin, Cole était à sa 3e réunion consécutive avec les auditeurs quand il réalisa qu'il avait complètement perdu la notion du temps. Il était 14 heures et il n'avait pas déjeuné. Il n'avait pas quitté le bureau depuis lundi soir. Son monde s'était rétréci aux chiffres, aux documents et aux décisions cruciales. Rien d'autre n'existait au-delà de la crise qui menaçait de détruire son entreprise. Monsieur Richardson, dit l'un des auditeurs, un homme chauve et sévère nommé Morrison. Nous avons trouvé d'autres irrégularités dans les contrats de Hartwell Industries. Pouvez-vous expliquer pourquoi les valeurs déclarées diffèrent de près de 2 millions par rapport aux documents originaux ? Cole regarda les piles de papiers éparpillés sur la table. C'était ça qui comptait. C'était ça qui avait toujours compté. Son entreprise, ses affaires, son empire. Je vais devoir examiner les documents originaux, dit-il mécaniquement. Bien sûr. Mais, monsieur Richardson ? Morrison se pencha en avant. Je veux que vous compreniez la gravité de la situation. Si nous ne pouvons pas expliquer ces écarts de manière satisfaisante, cela pourrait entraîner des accusations de fraude fiscale. Nous parlons d'une éventuelle peine de prison. Le mot prison résonna dans l'esprit de Cole comme un coup de feu. La prison signifiait tout perdre. L'entreprise, l'appartement, sa liberté. Tout ce pour quoi il avait travaillé. De combien de temps disposons-nous ? Demanda-t-il. Pour présenter une explication complète, 48 heures. Cole hocha la tête et se replongea dans les documents, complètement absorbé par le problème. Son esprit analytique, entraîné à gérer les crises d'entreprise, passa en mode survie. Il n'y avait de place pour rien d'autre. Le jeudi soir, Cole dormait sur son bureau quand Sarah le réveilla. « Cole, dit-elle doucement. Il est 2 heures du matin. Vous devez rentrer chez vous. » Cole leva la tête, sentant une douleur dans son cou. Ses yeux étaient secs et rouges. Des papiers étaient collés à son visage. « Est-ce que j'ai trouvé quelque chose ?» demanda-t-il, désorienté. « Vous avez trouvé plusieurs choses. David a dit que l'explication que vous avez préparée pourrait suffire à éviter les poursuites pénales. Mais, Cole, vous devez dormir. Vraiment. » Cole regarda autour de lui le bureau. C'était comme si une bombe avait explosé. Papier partout, boîtes de documents ouvertes, canettes de soda vides et contenants de nourriture chinoise éparpillés sur les bureaux. « Quel jour sommes-nous » demanda-t-il. « Jeudi. Presque vendredi. » Cole hocha vaguement la tête. Les jours de la semaine ne signifiaient plus rien. Il n'y avait que la crise, les documents, les décisions à prendre. « Encore 2 heures, dit-il. Puis je rentre à la maison. » Mais il ne rentra pas chez lui. Il resta là, immergé dans les feuilles de calcul et les contrats, l'esprit complètement consumé par le problème qui se présentait à lui. Vendredi fut le jour le plus long de la vie de Cole. La matinée commença par une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. 12 cadres supérieurs étaient assis autour d'une table ovale, le regardant tous comme s'il était un criminel. « La situation est sous contrôle », rapporta Cole, sa voix trahissant la fatigue. « Nous avons trouvé les écarts et nous avons des explications valables pour chacun d'eux. C'était une erreur comptable, pas une fraude intentionnelle. » « Et l'enquête de la SEC ?» demanda Patricia Williams, la présidente du conseil. « Toujours en cours, mais nos avocats sont convaincus qu'il n'y aura pas d'accusation formelle. » « Et combien de temps cela prendra-t-il pour être entièrement résolu ?» Cole prit une profonde inspiration. « Au moins une semaine de plus, peut-être 2. » Il y eut des murmures autour de la table. Cole pouvait voir l'inquiétude sur leur visage. Et autre chose. La méfiance. « Cole, dit Patricia, prudemment. Le conseil a besoin de savoir si vous êtes complètement honnête avec nous sur votre implication dans ces irrégularités. » La question frappa Cole comme un coup de poing dans le ventre. Des gens avec qui il avait travaillé pendant des années remettaient en question son honnêteté, son intégrité. « Je n'ai pas commis de fraude, dit-il, et sa voix sortit plus froide qu'il ne l'avait voulu.
Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre cette situation. Le reste de la journée se passa en d'autres réunions, d'autres documents, d'autres explications. Cole était complètement immergé dans le sauvetage de son entreprise. C'était la seule chose qui comptait. La seule chose à laquelle il pouvait penser. À 21h, il était seul dans le bureau, entouré de piles de documents, quand Sarah apparut à la porte. « Cole, vous devez rentrer chez vous. J'ai encore du travail. Vous êtes ici depuis 3 jours d'affilée. Ce n'est pas sain. » Cole ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Mon entreprise est sous le coup d'une enquête pour fraude, Sarah. La santé n'est pas une priorité en ce moment. » Sarah hésita à la porte. « Voulez-vous que je reporte quelque chose pour la semaine prochaine? » « Reporter quoi? » « Eh bien, vous aviez quelques rendez-vous personnels prévus. »« Je peux vérifier? » »« Je n'ai aucun rendez-vous personnel, » dit Cole automatiquement, sans même réfléchir. « Annulez tout ce qui n'est pas lié à l'entreprise. » Sarah hocha la tête et partit, fermant la porte derrière elle. Cole retourna au document, l'esprit complètement concentré sur les chiffres devant lui. Problème à résoudre, crise à gérer. C'était ce qu'il savait faire. C'était ce qu'il avait toujours fait. Samedi matin, Cole était dans son bureau à 6h, examinant des contrats, quand David arriva. « Tu as encore dormi ici ?» demanda l'avocat. « Quelques heures sur le canapé, » répondit Cole sans lever les yeux. « J'ai trouvé d'autres incohérences dans les contrats de Morrison & Associates. » David s'assit et commença à examiner les documents. « Cole, quand as-tu mangé un vrai repas ou dormi dans un vrai lit pour la dernière fois ?» Cole arrêta d'écrire et regarda David. « Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ? » « Parce que tu ressembles à un zombie. Et parce que prendre des décisions importantes quand on est épuisé n'est pas intelligent. Je vais bien. Cette entreprise, c'est ma vie. » Cole hocha la tête. C'était vrai. L'entreprise était sa vie. Elle l'avait toujours été. C'était tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il savait faire. « Finissons-en, » dit-il en retournant au document. Et ils travaillèrent tout le samedi, tout le dimanche. Cole, perdu dans le monde des chiffres et des contrats, complètement consumé par la crise qui menaçait de détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Il n'y avait de place dans son esprit pour rien d'autre. Pas le temps de penser à autre chose qu'à sauver son entreprise. C'est ainsi que cela avait toujours été. C'est ainsi qu'il fonctionnait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le samedi matin, Rachel se réveilla avec Toby qui lui secouait l'épaule. « Maman, maman, papa vient aujourd'hui. » Rachel ouvrit les yeux et regarda le réveil. 7 heures, c'est vrai, dit-elle en s'asseyant dans le lit. Il vient aujourd'hui. Je peux lui faire un nouveau dessin, demanda Toby en sautillant d'un pied sur l'autre. Bien sûr que tu peux. Dans les heures qui suivirent, la maison se transforma en un ouragan de préparatifs. Reed organisa ses dessins dans l'ordre. Jude sépara les jeux qu'il voulait montrer à Cole. Nolan aligna ses voitures dans une formation spéciale. Toby fit 3 dessins différents. Rachel prépara le déjeuner, des sandwichs et une soupe faite avec soin. Elle acheta même du soda, une extravagance qu'elle ne pouvait normalement pas se permettre. Midi passa. Cole se présentait habituellement vers 7 heures. « Où est-il » demanda Toby, collé à la fenêtre. « Il doit être en route » dit Rachel, mais quelque chose la dérangeait. Cole avait toujours été ponctuel. 13h, 14h, 15h. Les enfants commencèrent à s'agiter. « Maman, il a promis qu'il viendrait » dit Jude, sa voix commençant à se faire petite. « Parfois, les gens ne peuvent pas tenir leurs promesses, même s'ils le veulent vraiment » répondit Rachel, essayant de garder sa voix calme. 16h, 17h. « Il ne vient pas aujourd'hui » demanda Toby, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Rachel regarda les 4 garçons. Ils étaient assis dans le salon, entourés des jouets et des dessins qu'ils avaient préparés. La table était mise, le soda était tiède, et Cole n'était pas là. « Peut-être qu'il a dû travailler » dit-elle prudemment. « Mais il a promis qu'il viendrait » dit Reed doucement. Expliqua Rachel, en essayant de garder sa voix calme. Mais à l'intérieur, elle sentait une douleur familière grandir. La douleur d'attendre quelqu'un qui ne se présente pas. La douleur de faire confiance et d'être déçue. « Est-ce qu'il reviendra un autre jour » demanda Nolan. Rachel regarda son fils le plus silencieux, vit l'espoir dans ses yeux et sentit son cœur se briser. « Il devait résoudre un problème » dit-elle prudemment. « Je ne sais pas non plus s'il reviendra. » Puis, plus doucement, en chuchotant, « Je l'espère. » Dimanche fut pire.
Les enfants se réveillèrent en demandant si Cole viendrait ce jour-là. Rachel expliqua qu'il ne viendrait pas, mais elle pouvait voir la confusion sur leurs petits visages. Toby resta collé à la fenêtre presque toute la journée, attendant de voir une limousine noire apparaître dans la rue. Peut-être qu'il est malade, suggéra-t-il avec espoir. Peut-être, acquiesça Rachel, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Jude était plus silencieux que d'habitude. Lui qui bavardait toujours sur tout passa la journée presque en silence, observant simplement. Nolan se mit à dessiner. Pas ses dessins habituels de voitures et de jouets, mais des dessins étranges et sombres. Des personnages solitaires, des maisons sans fenêtres, des ciels noirs. Et Reed fit quelque chose qui brisa le cœur de Rachel. Il se mit à ranger les jouets. Méthodiquement, soigneusement, Reed rassembla tous les jouets qui avaient été laissés éparpillés dans le salon pour la visite de Cole. Les voitures retournèrent dans la boîte, les dessins furent empilés dans un tiroir, les jeux furent rangés. « Pourquoi ranges-tu tout » demanda Rachel. Reed ne répondit pas immédiatement. Il continua d'organiser, comme s'il essayait d'effacer toute preuve qu'ils avaient attendu quelqu'un. « Reed »« S'il ne vient pas, dit finalement Reed, sa voix petite et prudente, alors nous n'avons pas besoin de garder les choses en ordre pour lui. » Rachel sentit les larmes lui piquer les yeux. Reed, à 4 ans, se protégeait de la seule manière qu'il connaissait, en supprimant toutes les attentes. Lundi arriva, gris et froid. Rachel emmena les enfants à la garderie et alla travailler au restaurant. Mais son esprit était ailleurs. Cole avait disparu, exactement comme 5 ans auparavant. Il était là un jour et s'était volatilisé le lendemain. La différence, c'est que maintenant, il n'avait pas seulement disparu de sa vie. Il avait disparu de la vie de 4 enfants qui avaient commencé à croire qu'ils avaient enfin un père. Rachel termina son service et alla chercher les enfants à la garderie. Sur le chemin du retour, Toby demanda si Cole les attendrait à leur arrivée. « Non, dit doucement Rachel. Il n'est pas là. Demain ? Je ne sais pas, chérie. Je ne sais vraiment pas. » Et pour la première fois depuis que Cole était réapparu dans leur vie, Rachel commença à se demander si cela avait été une erreur de laisser les enfants s'approcher de lui. Parce que maintenant, il savait ce que c'était que d'avoir un père. Et maintenant, il savait ce que c'était que de le perdre. Cette nuit-là, alors qu'elle couchait 4 garçons, chacun plus silencieux que d'habitude, Rachel se fit une promesse silencieuse. Si Cole revenait, s'il avait une explication, s'il voulait réessayer, elle le laisserait faire. Mais s'il essayait de disparaître à nouveau, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ses enfants. Parce qu'ils ne méritaient pas de subir la douleur d'être abandonnés 2 fois par le même homme. Elle ne laisserait pas cela se produire. Mais assise seule dans le petit salon, entourée des jouets que Reed avait si soigneusement rangés, Rachel s'avoua une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Elle voulait qu'il revienne. Malgré tout, elle espérait vraiment qu'il le ferait. Cole se gara devant l'immeuble de Rachel un jeudi après-midi, près de 2 semaines après avoir disparu sans explication. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, non pas de nervosité, mais d'épuisement pur. Les 10 derniers jours avaient été un enfer de réunions, d'auditeurs et d'avocats, mais finalement, la crise était sous contrôle. L'entreprise était sauvée. Maintenant, il devait savoir s'il avait perdu autre chose dans le processus. Il monta les escaliers rouillés de l'immeuble, chaque pas résonnant dans le silence de l'après-midi. Quand il atteignit la porte 2B, il hésita un instant avant de frapper. Jambes, comme toujours. Mais cette fois, quand Toby le vit, il ne courut pas pour le serrer dans ses bras. Au lieu de cela, il se cacha derrière sa mère. « Salut » dit Cole, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Rachel le regarda un long moment, et Cole put voir diverses émotions traverser son visage. Soulagement, colère, fatigue, déception. « Salut » répondit-elle finalement, mais ne fit aucun mouvement pour l'inviter à entrer. « Je peux entrer ? J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est passé. » Rachel hésita, puis s'écarta de la porte. « Entre !» Cole entra dans l'appartement et remarqua immédiatement la différence. C'était le même petit endroit modeste que d'habitude, mais il y avait une tension dans l'air qui n'existait pas auparavant. Jude était assis sur le canapé mais ne courut pas vers lui comme il le faisait habituellement. Reed était dans un coin, en train de dessiner, mais ne leva pas les yeux. Nolan jouait avec ses voitures, mais le dos tourné à la porte. Les enfants évitaient le contact. « Salut tout le monde !» dit Cole, essayant de paraître décontracté, mais les mots sortirent forcés. Il y eut de faibles murmures en réponse, mais aucun des enfants ne le regarda directement. Cole sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ils avaient peur de lui. Ou pire, ils ne lui faisaient plus confiance.
Rachel, dit-il doucement. Je peux te parler en privé? Rachel hocha la tête et le suivit dans la minuscule cuisine. Où étais-tu? Demanda-t-elle sans détour une fois qu'ils furent seuls. L'entreprise. Il y a eu une crise. Une enquête fédérale. Un audit. Cole passa une main dans ses cheveux, réalisant à quel point il devait avoir l'air débraillé après des jours sans sommeil convenable. Nous étions au bord de l'effondrement total. Et tu n'aurais pas pu appeler? Envoyer un message? N'importe quoi? Cole ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Comment expliquer qu'il n'y avait tout simplement pas pensé? Que lorsque son entreprise était en danger, son cerveau cessait de traiter quoi que ce soit d'autre? Je devais le résoudre, dit-il finalement. Je suis le PDG de l'entreprise. Je n'ai jamais eu à rendre de compte à personne auparavant. Les mots sortirent mal, et il vit l'expression de Rachel se durcir. Rendre de compte, répéta-t-elle, sa voix dangereusement basse. Cole, 4 enfants t'attendaient. Ils ont fait des dessins, organisé des jouets, passé toute la journée à la fenêtre à attendre que tu te présentes. Je sais. Et je suis tellement désolé. Tu sais, l'interrompit Rachel. Tu sais que Toby a pleuré pendant 3 nuits d'affilée? Que Reed a rangé tous ses jouets parce qu'il a décidé que tu ne reviendrais pas? Que Nolan a cessé de dessiner des voitures colorées et ne fait plus que des dessins sombres maintenant? Chaque mot était comme une gifle pour Cole. Il avait imaginé que les enfants seraient tristes, peut-être déçus, mais il n'avait pas vraiment pensé à l'impact réel de son absence. Rachel et Jude, continua-t-elle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Jude, qui n'arrête jamais de parler, est resté silencieux pendant des jours parce qu'il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal. Que tu étais parti à cause de lui. Cole sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas leur faute. Ce ne sera jamais leur faute. Mais ils ne le savent pas, Cole. Ce sont des enfants de 4 ans. Pour eux, quand les gens disparaissent sans explication, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Cole s'appuya contre le comptoir de la cuisine, sentant le poids de sa propre stupidité. Je n'ai pas pensé. Non, tu n'as pas pensé. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de devoir penser à quelqu'un d'autre que toi-même. L'accusation fit mal, parce qu'elle était vraie. Tu as raison, admit doucement. Je n'ai pas appris à gérer ça. Toute ma vie, il n'y a eu que moi et l'entreprise. Quand il y a une crise, je passe en mode survie et j'oublie tout le reste. Rachel l'étudia un moment. Et qu'est-ce que tu attends de moi avec cette information? Je promets que je ne disparaîtrai plus, dit Cole, et il y avait une urgence dans sa voix qui le surprit lui-même. Je sais que j'ai tout gâché, Rachel. Je sais que je vous ai tous blessés. Mais laisse-moi essayer à nouveau. De la bonne manière. Comment savoir que tu ne disparaîtras pas à la prochaine crise? Parce que maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, je sais ce que je perds quand je fais ça. Rachel resta silencieuse un long moment, le regardant comme si elle essayait de lire son âme. Ils ne te font plus confiance, dit-elle finalement. Il faudra du temps pour regagner ça. Je sais. Je comprends. Et je ne te fais plus confiance non plus. Pas complètement. Cole hocha la tête, ravalant la douleur des mots. Que dois-je faire? Rachel soupira. Je ne sais pas, Cole. Sois présent, je suppose. De manière constante. Prouve que tu es vraiment là. Je peux les emmener demain? Quelque part de simple, juste pour essayer à nouveau. Rachel hésita. Ils voudront y aller. Même blessés, ils veulent toujours être avec toi. Mais Cole, si tu les déçois encore, je ne donnerai pas de 3e chance. Compris. Le lendemain matin, Cole se présenta à la porte de l'appartement à 10 heures précises, habillé de manière décontractée et sans la limousine. Il avait loué une voiture normale, une berline bleue qui n'attirait pas l'attention. Quand Rachel ouvrit la porte, les enfants étaient derrière elle, tous habillés pour sortir, mais clairement hésitants. « Salut », dit Cole en s'accroupissant à leur niveau. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être aller au parc avec moi aujourd'hui. » Toby se cacha derrière la jambe de Rachel. Jude le regarda avec méfiance. Nolan resta silencieux. Reed se contenta de l'observer. « On peut apporter tes voitures, Nolan, » dit Cole doucement. « Et tu peux apporter tes dessins si tu veux, Reed. »« Tu ne vas plus partir ?» demanda Toby, sa voix petite et incertaine. Cole sentit son cœur se briser. « Je ne pars pas, » dit-il en regardant directement dans les yeux du garçon. « Je le promets. »« Comme tu as promis de venir samedi dernier ?» demanda Reed doucement.
Il y avait une honnêteté dans sa voix qui n'existait pas auparavant. Tu as raison. J'ai rompu cette promesse. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Mais je suis là maintenant, et je ne romprai pas celle-ci. Reed l'étudia un moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, dit-il. Mais si tu repars, je ne te ferai plus de dessin. Marché conclu, acquiesça Cole. Le parc était parfait pour une journée en famille, spacieux et verdoyant, avec une aire de pique-nique dotée de tables en bois à l'ombre de chênes centenaires et un grand espace herbeux idéal pour que les enfants puissent jouer librement. Cole avait spécifiquement choisi un endroit qui offrait à la fois de l'espace et de la tranquillité. Il s'était arrêté en chemin et avait acheté des fruits frais chez un producteur local et quelques ballons simples dans un grand magasin. Au début, les enfants gardèrent leur distance. Ils explorèrent l'espace, coururent sur l'herbe, mais ne s'approchèrent pas trop de lui. Cole choisit l'une des tables de pique-nique et se contenta de regarder, leur laissant de l'espace pour se sentir à nouveau à l'aise. Lentement, ils commencèrent à s'approcher. Jude fut le premier, apparaissant à côté de Cole avec l'un des ballons. « Tu sais jouer » demanda-t-il avec hésitation. « Pas très bien, » admit Cole. « Tu peux m'apprendre » Et c'est ainsi que ça commença. Jude apprit à Cole comment taper correctement dans le ballon. Nolan apporta ses voitures et fit une piste dans le sable. Reed s'assit près de Cole et lui montra un nouveau dessin, pas sombre comme ceux des derniers jours, mais pas aussi coloré que les anciens non plus. Toby fut le plus prudent, observant de loin ses frères interagir avec Cole. Mais au bout d'une heure, sa nature joueuse l'emporta sur sa méfiance. Il courut vers les équipements de jeu et commença à grimper et à glisser sur le toboggan en riant bruyamment. Cole le regarda, souriant pour la première fois depuis des semaines. « Regarde, papa » cria Toby du haut du toboggan. « Regarde comme je suis courageux. » Et puis il glissa trop vite, perdit l'équilibre à la descente et tomba par terre, s'écorchant le genou. Les pleurs furent immédiats et bruyants. Cole se leva instinctivement pour aider, mais s'arrêta quand il vit Nolan s'approcher le premier. Le garçon le plus silencieux s'agenouilla à côté de son frère et toucha doucement le genou écorché. « Ça fait très mal » demanda doucement Nolan. « Ça fait mal » sanglota Toby. « Maman dit toujours que si on souffle dessus, ça fait moins mal » dit Nolan, et il commença à souffler doucement sur le genou de Toby. Cole regarda, fasciné, Nolan réconforter son frère avec une patience et une douceur qui semblaient impossibles chez un enfant de 4 ans. « Tu veux que je te raconte une histoire » proposa Jude en rejoignant ses frères. « Pour que tu oublies la douleur » Toby hocha la tête, reniflant encore. « Il était une fois » commença Jude, son imagination reprenant vie, un garçon courageux qui n'avait peur d'aucun toboggan. Il était si courageux que même les dragons avaient peur de lui. Cole s'approcha lentement et s'assit sur l'herbe à côté d'eux, sortant un mouchoir de sa poche pour essuyer le genou de Toby. « Est-ce que le garçon courageux ressemblait à Toby » demanda Cole, entrant dans l'histoire. « Il lui ressemblait exactement, » dit Jude avec enthousiasme. Et il avait 3 frères qui étaient aussi des super-héros. Toby arrêta de pleurer, intéressé par l'histoire. Reed se rapprocha et s'assit à côté de Cole. Nolan continua de souffler doucement sur le genou de son frère. Et pour la première fois depuis son arrivée, Cole se sentit à nouveau inclus. Pas comme un étranger essayant de s'immiscer, mais comme faisant partie de la famille. « Et puis que s'est-il passé » demanda Reed, un petit sourire apparaissant sur son visage. Alors les 4 frères super-héros ont décidé qu'ils devaient manger des fruits magiques pour devenir encore plus forts, déclara Jude. « Des fruits magiques » demanda Toby, intéressé. Cole sourit et sortit le sac de fruits qu'il avait acheté. « Il se trouve que j'ai apporté des fruits magiques, » dit-il en distribuant des pommes et des bananes aux enfants. « Vraiment » demanda Toby, les yeux brillants. « Vraiment » confirma Cole. « Mais il ne fonctionne que si on y croit. » Pendant l'heure qui suivit, ils s'assirent sur l'herbe, mangeant des fruits et écoutant Jude inventer des histoires de plus en plus élaborées sur les 4 frères super-héros. Cole participa au récit, suggéra des aventures, rit des blagues idiotes de Jude. Reed se détendit progressivement jusqu'à s'appuyer contre le bras de Cole tout en écoutant les histoires. Nolan partagea ses voitures, laissant Cole en conduire une sur les pistes imaginaires. Toby, complètement remis de sa chute, se mit à faire des grimaces pour faire rire tout le monde. Et Cole rit. Sincèrement, profondément, d'une manière qu'il ne se souvenait pas avoir fait depuis des années. De l'autre côté du parc, Rachel observait depuis un banc. Elle avait résisté à la tentation de se joindre à eux, sachant qu'ils avaient besoin de ce temps seul pour reconstruire la confiance.
Mais maintenant, en voyant Cole assis sur l'herbe avec les 4 enfants autour de lui, en le voyant rire des histoires de Jude et aider doucement Nolan avec les voitures, quelque chose s'agita dans sa poitrine. Quand ils revinrent enfin vers elle, tous sales de terre et souriants, Rachel se leva. « Vous vous êtes amusés » demanda-t-elle. « On a mangé des fruits magiques » annonça fièrement Toby. « Papa a conduit ma voiture sur la piste la plus difficile » ajouta Nolan. « Et il a ri de mes histoires » dit Jude. Reed ne dit rien, mais il tenait la main de Cole. Rachel regarda Cole, qui était clairement épuisé mais souriait sincèrement. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Mieux » répondit-il honnêtement. « Beaucoup mieux. » Rachel regarda les enfants courir devant eux vers la voiture, tous bavardant avec enthousiasme sur la journée. « Peut-être, dit-elle prudemment, que tu commences à bien faire les choses. » Cole la regarda, surpris. « Tu penses ? Je pense qu'aujourd'hui, tu as été un vrai père. Tu n'as pas essayé d'impressionner qui que ce soit et tu n'as pas essayé d'acheter leur pardon. Tu as simplement été présent. Et ça veut dire beaucoup. » Cole hocha la tête, sentant quelque chose se mettre en place dans sa poitrine. « Je peux refaire ça ? Venir samedi, comme avant ?» Rachel regarda les enfants, qui s'étaient arrêtés à côté de la voiture et attendaient. « Ils veulent que tu viennes, dit-elle. Et je crois que moi aussi. Même après que j'ai tout gâché ? Surtout après ça. Parce que maintenant, je sais que tu peux apprendre. Et que tu te soucies assez pour essayer à nouveau. » Cole sentit un soulagement si profond qu'il faillit le renverser. « Merci, dit-il doucement. De m'avoir donné une seconde chance. »« Ne me remercie pas encore, dit Rachel, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. « Remercie-moi quand tu auras prouvé que tu la méritais. »« Je le prouverai, promit Cole. Je passerai le reste de ma vie à le prouver s'il le faut. » Et pour la première fois depuis sa disparition, Cole crut vraiment qu'il pouvait réussir. Parce que maintenant, il savait ce qui était en jeu. Et il savait que ça valait la peine de se battre. C'était une chaude soirée d'été, 3 mois après la journée au parc, et Cole aidait à coucher les garçons quand il réalisa à quel point le petit appartement était devenu encore plus exigu. Les enfants grandissaient, et l'espace déjà limité semblait maintenant impossible. Toby et Nolan partageaient un lit trop petit pour 2 garçons de presque 5 ans. Reed et Jude étaient dans l'autre chambre, tout aussi à l'étroit. Rachel dormait sur le canapé du salon depuis des mois, insistant sur le fait que les enfants avaient plus besoin des chambres qu'elle. Alors que Cole essayait d'empêcher Toby de donner des coups de pied à Nolan pendant l'histoire du soir, il réalisa que la situation était intenable. Les enfants avaient besoin d'espace pour grandir, et Rachel méritait bien plus qu'un canapé déchiré pour lit. Après que les enfants se furent enfin endormis, Cole trouva Rachel dans la cuisine, en train de laver la vaisselle du dîner dans le minuscule évier qui pouvait à peine contenir 2 personnes. « Rachel, dit-il doucement. Je peux te parler ?» Elle se retourna, s'essuyant les mains sur un torchon usé. « Bien sûr. De quoi s'agit-il » Cole hésita un instant, regardant autour de l'appartement. La peinture écaillée sur les murs, la fuite au plafond de la salle de bain qu'elle n'avait pas les moyens de réparer. Puis il tira une chaise pour qu'elle s'assoie. « Je veux parler de leur avenir. » Rachel fronça les sourcils, une expression prudente apparaissant sur son visage. « Un avenir comment ? » « Je veux assurer leur avenir, » dit Cole en choisissant ses mots avec soin, sans qu'ils aient à dépendre de moi, mais avec la certitude que je serai toujours là. « Cole, je ne comprends pas. » « Ils grandissent, Rachel. » « Et cet endroit ?» Il fit un geste autour du minuscule appartement. « Vous méritez tous plus d'espace. Tu mérites mieux. » Rachel se raidit immédiatement. « Nous sommes bien ici. Je sais que vous vous débrouillez. Je sais que tu fais des miracles avec ce que tu as. Mais si tu n'avais pas à faire de miracles ? Si tu pouvais simplement vivre ?» Cole se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue faiblement éclairée en bas. « Chaque semaine, je viens ici et je vois comment vous vivez. 4 enfants dans un espace plus petit que mon salon. Toi qui dors sur le canapé. Les garçons qui partagent des lits trop petits. »« Cole, laisse-moi finir, dit-il en se tournant vers elle. Je ne fais pas ça par pitié. Je le fais parce que ce sont mes enfants. Et toi, tu as fait un travail incroyable en les élevant seuls. Mais tu n'as plus à le faire seul. » Rachel resta silencieuse, le regardant avec un mélange de méfiance et de curiosité. Cole prit une profonde inspiration et sortit un jeu de clés de sa poche. « J'ai acheté une maison. Pour vous tous, dit-il simplement. Rachel cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu.
Tu as fait quoi? Une maison. Avec un jardin. Et, il hésita, presque timidement, une salle de jeu pour eux. Cole, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité, Rachel. C'est une responsabilité. Ce sont aussi mes enfants, et je veux qu'ils aient ce qu'ils méritent. Et que veux-tu en retour? La question le prit au dépourvu, mais il comprit d'où elle venait. Rien. Je ne veux rien en retour. Tout le monde veut quelque chose, Cole. Je veux qu'ils grandissent dans un endroit où ils n'ont pas à partager un lit. Je veux que tu dormes dans une vraie chambre, pas sur un canapé. Je veux que Jude, quand il raconte ses histoires, ait de l'espace pour les mettre en scène. Je veux que Nolan ait de la place pour toutes les pistes de voiture qu'il peut imaginer. Cole se rassit, les clés toujours à la main. Et je veux que, lorsqu'ils se souviendront de leur enfance, ils se souviennent d'avoir eu de l'espace pour être des enfants. Rachel resta silencieuse, regardant les clés comme si elles étaient quelque chose de dangereux. Où est-elle? À 20 minutes d'ici. Même district scolaire, même garderie. 3 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine, un salon et un jardin où ils pourront jouer sans déranger les voisins. Cole, va la voir avant de décider, dit-il en posant les clés sur la table entre eux. Va juste la voir. Si tu la détestes, on oubliera que j'en ai parlé. Rachel prit les clés lentement. Et toi, où te situes-tu dans cette histoire? Je resterai dans mon appartement. Je continuerai de venir chaque semaine. Rien ne change entre nous, Rachel. C'est juste pour que vous ayez tout ce que vous méritez. Rachel regarda les clés dans sa main, puis Cole. Pourquoi fais-tu ça? Cole réfléchit à la question, se remémorant les derniers mois. Parce qu'il y a 3 mois, j'ai failli perdre la chance de les connaître. Et parce que chaque fois que je viens ici et que je vois Toby essayer de jouer dans un espace de la taille d'un placard, ou que je te vois dormir sur le canapé parce que tu leur as donné ta chambre, je me souviens que j'ai les ressources pour changer ça. Et ce serait égoïste de ne rien faire. Rachel resta silencieuse un long moment. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Cole pouvait voir dans ses yeux qu'elle imaginait déjà les possibilités. 2 semaines plus tard, Rachel appela Cole un samedi matin. Nous voulons la maison, dit-elle sans détour. Tu es sûr? Je le suis. Les enfants l'ont vu et... Cole, je ne les ai jamais vus aussi excités. Toby a passé toute la semaine à parler du jardin. Nolan a mesuré la salle de jeu 3 fois pour prévoir où il mettrait ses pistes de voiture. Cole sourit. Et toi, tu l'as aimé? Rachel hésita. Cole, c'est la plus belle maison que j'ai jamais vue. Je n'aurais jamais cru vivre dans un endroit comme ça. Alors c'est décidé. C'est décidé. Le jour du déménagement fut chaotique, d'une manière complètement différente de leur chaos habituel. Cole avait engagé une entreprise de déménagement, mais il y avait peu de choses à transférer du petit appartement. La plupart des meubles furent laissés derrière. Ils étaient trop vieux, trop petits ou ne valaient tout simplement pas la peine d'être déplacés. Cole avait meublé la nouvelle maison avec soin. Rien d'extravagant, mais tout était neuf et adapté à une famille avec 4 petits-enfants. Des canapés solides, une grande table à manger, des lits individuels pour chaque enfant, un luxe qu'ils n'avaient jamais connu. Lorsque les enfants entrèrent pour la première fois dans la nouvelle maison, la réaction fut exactement ce que Cole avait espéré, et pourtant bien plus que ce à quoi il était préparé. Toby fut le premier à explorer, courant de pièce en pièce comme un petit ouragan d'énergie. « Regardez ça! Regardez ça !» criait-il en découvrant chaque nouvel espace. « Maman, il y a une cuisine géante. Et regarde ce jardin. On peut jouer au ballon ici. Et il y a des arbres, de vrais arbres. » Jude était fasciné par le salon spacieux. « Je peux monter des pièces de théâtre ici, » annonça-t-il, imaginant déjà les possibilités. « Je peux faire une scène et tout. » Nolan se dirigea directement vers la salle de jeu, une pièce entière qui leur était dédiée, et resta sur le seuil un long moment, s'imprégnant des possibilités infinies. Mais ce fut Reed qui impressionna le plus Cole. Le garçon plus réservé, qui gardait toujours ses réactions sous contrôle, entra dans la chambre qu'il ne partagerait qu'avec Jude et s'arrêta tout simplement. Ses yeux s'écarquillèrent d'une manière que Cole n'avait jamais vue, comme s'il voyait quelque chose d'impossible. « C'est à moi ?» demanda-t-il doucement. « Juste à moi et à Jude ? C'est à vous ?» confirma Cole. Les yeux de Reed s'ouvrirent vraiment pour la première fois. Pas littéralement, mais de la manière dont un enfant ouvre les yeux sur des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées.
Cole pouvait voir le garçon déjà en train de prévoir où il mettrait ses dessins, où il organiserait son matériel d'art. Mais ce fut Nolan qui posa la question à laquelle Cole n'était pas préparé. Le garçon le plus silencieux s'approcha de lui dans la salle de jeu, regardant autour de lui cet espace qui semblait un rêve impossible. « Tout ça est à nous ?» demanda-t-il, la voix remplie d'une surprise presque révérencieuse. Cole regarda Rachel, qui observait tout depuis le seuil, les larmes coulant sur son visage. « C'est à vous, oui, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Les mois qui suivirent furent les meilleurs de la vie de Cole. La maison se transforma en exactement ce qu'il avait espéré, vivante, bruyante, remplie de rire et d'énergie enfantine. La salle de jeu devint rapidement le cœur de la maison, où les enfants passaient des heures à créer des mondes imaginaires et où Cole découvrit qu'il pouvait participer à leurs jeux sans se sentir complètement perdu. Il maintint sa routine de visite chaque semaine, arrivant le samedi après-midi et restant jusqu'au dimanche soir. Il dînait avec eux à la grande table de la nouvelle cuisine, réparait des jouets cassés, écoutait les histoires de plus en plus élaborées de Jude, aidait Nolan à construire des pistes de voitures qui s'étendaient sur toute la salle de jeu. La maison était vraiment devenue un foyer. Il y avait des rires qui résonnaient dans les couloirs, des jouets éparpillés dans les pièces, les dessins de Reed collés sur le nouveau réfrigérateur. Le jardin était toujours plein d'activités, Toby s'entraînant au football, Jude jouant des pièces pour un public d'arbres. Mais Cole retournait toujours à son appartement à la fin du week-end. C'est lors d'une de ces soirées du dimanche, 3 mois après le déménagement, que Nolan posa une question à laquelle Cole avait évité de penser. Ils étaient dans la salle de jeu, Cole aidant à ranger les voitures avant de partir, quand Nolan s'approcha de lui. « Papa ? Oui. Est-ce que tu vas dormir ici un jour ?» La question était simple, innocente, mais elle frappa Cole comme la foudre. Il arrêta de ranger les voitures et regarda le garçon. « Pourquoi demandes-tu ça ? Parce que ce serait bien si tu dormais ici. Alors on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble, et tu pourrais m'aider à construire des pistes tôt le matin. » Cole sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La question ne portait pas seulement sur le fait de dormir dans la maison. Il s'agissait d'appartenir complètement à la famille. « Peut-être, dit-il prudemment. Mais même quand je ne dors pas ici, je serai dans les parages. » Nolan hocha la tête, semblant satisfait de la réponse. Plus tard, quand les enfants furent au lit et que Cole s'apprêtait à partir, Rachel l'accompagna jusqu'au portail d'entrée. Ils restèrent là un moment, dans le silence de la nuit, à se regarder. « Tu as fait plus que ce que tu avais promis, » dit finalement Rachel. Cole secoua la tête. « Je n'avais pas besoin de promettre. J'avais juste besoin d'être présent. » Rachel fit un pas de plus vers lui. « Cole ? Oui ?» Elle hésita un instant, puis tendit simplement la main et prit la sienne. Elle ne dit rien, la tint juste un instant, ses doigts entrelacés avec les siens. C'était un geste simple, mais il signifiait tout. Il signifiait la gratitude, la confiance et peut-être quelque chose de plus. Il signifiait que malgré tout ce qui s'était passé, elle voyait en lui non seulement le père de ses enfants, mais un homme qui avait appris à faire passer la famille en premier. Cole serra doucement sa main, comprenant parfaitement ce qu'elle ne disait pas. Et c'était suffisant pour le moment. C'était plus que suffisant. Il avait donné à la famille un foyer. Il lui avait donné un but. Et ensemble, ils construisaient quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible 6 mois auparavant, une vraie famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.